Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média, 20h à Dakar et partout au Sénégal, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, la deuxième phase du Set-Setal national lancée ce samedi au nord du Sénégal par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement a évoqué là-bas la problématique de la brèche qui a fait plusieurs morts. Il a promis aux pêcheurs de Saint-Louis le désenclavement de la zone et un accompagnement pour les populations impactées. La journée nationale du Set-Setal n'a pas un cachet populaire à Matam et Ourossogui. Les élus locaux ne réagissent pas à cette initiative du chef de l'État, ce qui explique la colère du préfet de Matam qui promet des dispositions fermes qui amèneraient ces élus à suivre les instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cacophonie au sein de l'intersyndicale du personnel de l'AIBD. Un préavis de grève déposé et annoncé dans les médias divise les membres de l'intersyndicat. Certains qualifient de syndicat minoritaire le syndicat gréviste. À Bambey, le maire de la ville et le président du conseil départemental demandent au ministre des Finances et au ministre en charge des collectivités territoriales le paiement des fonds de dotation et de concours. Un retard de paiement fustigé par ces élus de Bambey. Bonsoir à tous, à l'entame de ce 20h, direction le nord du Sénégal et c'est pour parler du lancement de la deuxième phase du Set-Setal qui a eu lieu à Saint-Louis aujourd'hui et qui a été donc effectué par le Premier ministre Ousmane Sonko qui a évoqué dans la capitale du Nord la problématique de la brèche qui a fait plusieurs morts selon le Premier ministre. Que l'État va accompagner donc les pêcheurs pour le désenclavement de la zone, mais également va accompagner les populations impactées. Le Premier ministre Ousmane Sonko au micro de Ousseynou Diop. 6 km de largeur. Et cette brèche est devenue un problème. Elle se déplace vers le sud et elle impacte régulièrement, selon sa position, des villages côtiers. Certains villages avaient été complètement abandonnés, comme Dounbabedjei, mais après le déplacement de la brèche et l'ensablement, je crois qu'aujourd'hui, le village est totalement récupéré. Et ce phénomène va continuer. Et en tant qu'État, c'est difficile de freiner les effets de la brèche, mais des solutions peuvent être envisagées pour accompagner les populations d'abord, mais pour voir comment anticiper sur l'ensablement et les digues, en espérant que ça aura une capacité pour freiner les effets secondaires de cette brèche. Le lancement de la deuxième phase du Set-Setal donc était à Saint-Louis et nous restons dans cette deuxième journée de Set-Setal ce samedi sur l'ensemble du territoire national à l'initiative donc du président de la République initié donc en juin dernier à la cité Mamel Oasis ici à Dakar, à Ouakam plus précisément. Les résidents regroupés au sein d'une association se sont joints aux agents de la SONAGED pour nettoyer leur cité. Les parents ont saisi l'occasion pour sensibiliser les enfants sur la nécessité d'acquérir une culture de la propreté et de la prise en charge de leur cadre de vie. Chérif Aïdara et Rokhaya Faye, respectivement, président des résidents et propriétaires et présidente donc des résidents, des femmes de la cité donc Mamel Oasis de Ouakam, des propos recueillis par Momodou Mohamed Ndiaye et Ahmadouba. Aujourd'hui, on a organisé une journée Set-Setal en marge de ce que le président a initié, le Set-Setal tous les mois. Et nous, on s'est mobilisés en tant que quartier et en tant que résident pour pouvoir non seulement prendre en compte notre cadre de vie, et on veillera à ce que le cadre de vie soit bien amélioré et bien entretenu. Une journée qu'on avait déjà initiée il y a 2 ans avec l'UCG qui nous avait beaucoup appuyé. Voilà, ils ont fait 1 mois de Set-Setal dans la cité. Donc là, c'est une autre option qui a été lancée par l'actuel président. Une optique que nous allons aussi adhérer en tant qu'association des femmes de la cité Mamel Oasis. L'enjeu, c'est vraiment insuffler un nouveau souffle en tout cas,
de culture citoyenne, okay, pour que les gens puissent prendre soin de leur cadre de vie et que voilà, qu'il n'y ait plus de saleté qui traîne dans la rue. Et c'est dans ce cadre que j'invite toutes les femmes, et plus particulièrement aussi les enfants, à s'impliquer davantage à la propreté de la cité. Je pense que le message doit être axé surtout sur les enfants, qui sont la relève de demain dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur environnement, voilà, dans les écoles, dans les maisons, partout. Djoubdjoubal, djoubanti, voilà, voilà. Et nous restons donc sur cette journée du Set Setal, l'événement qui peine à avoir un cachet populaire, surtout au nord du Sénégal, dans les grandes villes comme Matam et Ourossogui. Là-bas, les maires sont toujours aux abonnés absents. Au marché de Ourossogui, même les commerçants ne réagissent pas, d'où l'amertume du préfet de Matam qui promet des dispositions fermes pour amener à suivre les instructions du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, Ali Bandeliang. À sa première édition, la journée nationale Set Setal n'a pas connu un cachet populaire. Et pourtant, les autorités administratives locales se sont fortement mobilisées pour la réussite de cette journée. En dehors des FDS, il n'y avait que les éléments de la FERA pour dérouler les activités dans les deux grandes villes de Matam comme de Ourossogui. Deux villes dont les maires, toujours aux abonnés absents, d'où cette réaction du préfet de Matam. Nous organisons une réunion préparatoire avec tous les acteurs qui sont conviés. Donc celui qui ne participe pas, c'est parce qu'il ne veut pas participer. Ensuite, il y a les messages, les lettres de rappel et de demande de mise à disposition du personnel et du matériel des collectivités territoriales pour réussir cette journée. Seulement, tout ce qu'on peut dire, ils ont participé par la mise à disposition de ce matériel-là et de ce personnel. Mais malheureusement, ils ne sont pas venus accompagner l'autorité. Des coups de balai au niveau de 6 sites choisis, mais le préfet de Matam, visiblement marqué par la faible participation communautaire, promet des dispositions obligeant les acteurs à suivre les instructions de la plus haute autorité du pays. Les commerçants, ce que je voudrais, qu'ils se mettent en tenue de combat et qu'ils viennent nous trouver sur le terrain. On ne peut pas venir nettoyer pour eux sans qu'ils ne soient pas impliqués, au premier chef. Au moins qu'ils s'organisent, un groupe vient nous trouver sur place et nettoyer comme les gens. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit que la prochaine édition, je vais fermer le marché, ils vont perdre une journée de travail et venir travailler comme nous. Maintenant, je voudrais appeler les populations dans les quartiers d'en faire leur pain quotidien. Parce que la question de nettoiement n'est pas une question mensuelle. Toutefois, il faut relever cette forte mobilisation des responsables de PASTEF de Matam, tout comme de Ourossogui. Merci Ali Bandelian pour ce reportage. Olivier Boukal, le ministre de la fonction publique, a participé aux activités de nettoyage dans son fief à Goudomp. Il a salué l'engagement des populations et surtout l'association Sénégal Propre qui organise des journées de Set Setal chaque week-end. Il est au micro de Bakary Conté et de Khalid Djemé. C'est un moment d'implication des populations dans la lutte contre les inondations, mais aussi la lutte contre, en tout cas, les maladies. Donc c'est une journée importante pour le président, mais aussi pour les Sénégalais, parce qu'on ne doit plus avoir cette attitude attentiste où on attend que les problèmes se posent pour qu'on vienne donc les régler. Il faut aujourd'hui qu'on anticipe sur les problèmes et c'est à cette démarche-là que nous invite le président de la République. Et c'est tout le sens de cette journée qui aujourd'hui continue à connaître des succès et c'est le moment donc pour nous donc de remercier toute la population, les autorités administratives, les autorités municipales et toutes les associations en tout cas de développement qui s'activent aujourd'hui à Goudomp. Vous savez, Sénégal Propre est une association qui n'a pas attendu les instructions du président de la République pour démarrer le nettoyage de Goudomp. Ils sont là depuis le début du mandat du président de la République. Donc c'est une association qui est en train de faire un important travail ici à Goudomp et de façon bénévole. Ils ne sont pas payés et ils ne connaissent ni les week-ends, les jours donc de la semaine. Ils continuent à faire un travail énorme.
Dans l'autre actualité, l'intersyndicale du personnel de l'AIBD s'insurge contre ce qu'elle qualifie de syndicat minoritaire passé dans les médias pour annoncer un préavis de grève. L'organisation précise que rien ne justifie un préavis de grève. Les auteurs d'une telle annonce sont tout simplement inquiétés par l'audit lancé par les nouvelles autorités qui révèlent déjà des cas de surfacturation. Djibril Sakho est le chargé des revendications de l'intersyndicale donc de l'AIBD. Par ailleurs, secrétaire général du syndicat du personnel des aéroports du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Ahmadou Ba. Depuis le lancement de ces opérations de vérification, les langues se délient et certains jouent à se faire peur au point de menacer de déposer un préavis de grève sans plateforme revendicative et au mépris de l'onction des travailleurs de AIBD SA. Comment une minorité syndicale pourrait-elle parer cette mission de salubrité publique qui, à terme, nous édifiera sur le carnage financier, l'hécatombe et le pillage organisé et minutieusement organisé au sein de l'entreprise. À cet effet, nous demandons au directeur général, Cheikh Abiboulaye Dièye, de rester droit dans ses bottes et de veiller à la poursuite sans complaisance des missions d'audit à l'issue desquelles les responsabilités seront situées et des décisions courageuses prises. Les conclusions de l'audit organisationnel permettront de disposer d'un organigramme adapté aux missions de AIBD. Parce que vous savez, l'organigramme qui présentement est en cours au niveau de AIBD est un organigramme fleuve où il y a un dédoublement des postes, où les responsabilités ne sont pas claires, et là, un audit organisationnel s'impose pour quand même que l'on puisse dire que c'est telle personne qui occupe telle responsabilité et qu'on n'ait pas à faire des dépenses donc inutiles. Et nous parlons de ce différend entre le propriétaire de la maison qui abrite les locaux de l'entreprise Dakar Intérim Sécurité et la famille Faye, propriétaire du bâtiment, soucieux donc du danger qui guette les occupants du fait de l'état de délabrement très avancé du bâtiment qui menace ruine. La famille Faye et le chef du quartier donc de Point-E exigent à l'occupant de quitter ce bâtiment qui est un danger public. Nous suivons les explications donc de Amadou Lamine Faye, qui est le porte-parole de la famille, mais également du chef de quartier, Pape Abdoumang. Ils sont au micro de Cherngone. Ce qui nous réunit ici, c'est que nous avons un cas assez particulier. Une société du nom de Dakar Intérim Sécurité, qui appartient à un couple français, Eric et Catherine Durambert, qui occupe un bâtiment au Point E. Et aujourd'hui, ce bâtiment menace ruine. Malgré toutes les démarches que nous avons entamées au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, des démembrements de l'État pour qu'ils viennent regarder l'état du bâtiment et procéder à la démolition du bâtiment, rien n'avance. Nous avons fait envoyer un cabinet d'experts pour qu'ils fassent des études sur l'état du bâtiment. Et ce rapport a montré que le bâtiment est en état de délabrement accéléré. Pour la première des démarches que nous avons menées, c'était d'amener un huissier qui est parti sur place. Nous avons fait une demande au niveau de la préfecture de Dakar, de la sous-préfecture de Dakar, au niveau du ministère de l'Urbanisme. Nous avons aussi contacté la mairie de Fann Point Amitié et la mairie même nous a donné une autorisation de démolition. 2 ans se sont écoulés, malheureusement, jusqu'à présent, rien du tout. Les locataires, dont le manager, le couple Durambur, qui sont les managers de Dakar Intérim Sécurité, refusent de quitter les lieux malgré le risque que cela pose à non seulement ses employés, mais aussi aux voisins. De plus, on fait appel aux autorités. Je demande de trouver un remède pour régler justement cette situation.
Notre reporter a tenté de s'entretenir avec l'occupant donc des lieux, mais ces tentatives sont restées vaines. Bien entendu, nous y reviendrons. Et puis Bambey, le maire comme le président du conseil départemental appelle les ministres des Finances et celui en charge des collectivités territoriales à les tirer d'affaire en procédant au virement des fonds de dotation et de concours. Retenez que ces élus locaux ont fustigé le retard enregistré dans la cession de ces fonds et ils participaient au programme du mouvement Dox ak Sa Gox. Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye. L'exercice est un acte de bonne gouvernance initié par le mouvement Y en a marre à travers son programme Dox ak Sa Gox. Le projet permet à la population d'accéder aux élus. Parce que vu que parfois, en dehors des audiences qu'a accordé le maire et le président du conseil départemental, souvent tout le monde ne peut pas déjà accéder à eux. Un exercice redoutable, certes, mais Babacar Ndiaye et Hassan Dia, respectivement président du conseil départemental et maire de Bambey, s'y sont donnés à cœur joie. Les appellations sont d'ordre social, sont d'ordre économique. Donc c'est un moment d'échange. Ça nous a permis quand même de clarifier certains points qui étaient des points sombres pour la population. C'était aussi l'occasion pour dire leurs difficultés. Et on a dépassé ce délai de 3 mois. On n'a pas encore reçu ces fonds. Alors que ces fonds nous permettent de fonctionner normalement. C'est des fonds de dotation et des fonds de concours. Actuellement, ce cri de cœur, ce n'est pas seulement pour le département de Bambey, ce n'est pas seulement pour les communes du département de Bambey, mais c'est un cri de cœur pour toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Le mouvement Y en a marre, initiateur de cette rencontre, s'est félicité de la bonne tenue de l'activité. Et puis les membres du Conseil sénégalais des transporteurs COSEC qui veulent donc ces membres que le cabotage soit développé et confié à leur structure, de même que la gestion des corridors. Ces membres ont organisé un séminaire pour permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux liés au système des transports africains liés à l'impératif de la mise en œuvre de la ZLECAF. Ndaïro Kayacham est la directrice du COSEC. Elle est interrogée par Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Monsieur le directeur le disait tout à l'heure, c'est un accord qui est extrêmement important dans la mesure où sa mise en œuvre permettrait d'agrandir le marché africain et de pouvoir réellement endiguer le chômage qu'on constate dans notre continent et également de pouvoir accroître considérablement notre développement et si on y met les moyens qu'il faut. Je le disais tout à l'heure, je suis effectivement la directrice générale du COSEC, mais j'assure également la présidence tournante de l'Union des conseils des chargés africains, UCCA, qui réunit plus de 19 pays africains. Donc déjà sur le plan régional, nous pourrons collaborer et coopérer avec l'ensemble des directeurs généraux des autres pays avec lesquels nous sommes en partenariat pour pouvoir voir comment impulser au niveau de nos pays respectifs en collaboration avec nos autorités pour que cet accord-là soit réellement mis en œuvre dans la réduction des coûts de transport, dans l'amélioration des infrastructures routières et multimodales, mais aussi avec un pan très important pour ce qui concerne le transport maritime. Et comme le disait tout à l'heure monsieur le directeur, le cabotage régional pourrait être un atout majeur dans l'endiguement du chômage, la création d'emplois, mais aussi dans une manière très efficace et simple et surtout écologique d'acheminer du transport, des marchandises et de permettre le transport du personnel. Et là, nous avons comme exemple le COSAMA qui joue déjà un rôle très important au niveau national. Et je pense qu'avec les nouvelles autorités, nous allons pouvoir encore donner plus de moyens au COSAMA pour qu'il puisse réussir sa mission. À ce jour, il y a eu 54 pays qui ont signé l'accord. Donc il n'y a que l'Érythrée qui n'a ni signé ni ratifié. Ce qui veut dire qu'il y a une conscience collective au niveau africain de l'intérêt qu'il y aurait à mettre en œuvre la ZLECAF. Et puis, dans le cadre de sa 3e session ordinaire de l'année 2023-2024, le Haut Conseil des collectivités territoriales a envoyé une mission dans la capitale du Nyambour. Ces conseillers territoriaux ont effectué une visite de travail au conseil départemental de Louga. L'objectif retenu était de mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque département et de formuler des recommandations précises à l'État du Sénégal pour renforcer le soutien aux collectivités territoriales. Dans donc la précédente édition en Wolof, vous avez suivi le reportage de Thierno Fall.
Depuis 2020, le Sénégal connaît une pléthore de structures administratives, un foisonnement d'agences, de régions, de départements, d'arrondissements. C'est le constat fait par Makodou Sène, qui est un administrateur civil principal de classe exceptionnelle. Et dans son livre qu'il vient juste de publier, donc le document est intitulé « L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation, ces réformes incontournables ». Dans l'ouvrage, donc l'auteur, par ailleurs maire de Niakhar, recommande une rationalisation pour une administration plus proche des administrés. Makodou Sène au micro de Amadouba. Nous avons constaté depuis les années 2000 une prolifération de structures administratives. Beaucoup de structures administratives ont vu le jour à partir des années 2000. En termes de ministères, je l'ai rappelé tout à l'heure, alors qu'avant 2000, on avait au maximum 24 ministères. Aujourd'hui, en tout cas, après 2000, il nous est arrivé d'avoir 34 ministères. Vous voyez la différence. Au niveau des structures, disons les agences et structures assimilées, en 2005, jusqu'en 2005-2006, vous voyez 2005 agences. En 2006 déjà, on en était à 53. C'est beaucoup. Et au niveau des régions également, au niveau déconcentré, nous avons assisté aussi à la création de beaucoup de circonscriptions administratives. Les départements, là également, 30 à 46. Vous voyez la différence. Les arrondissements 90, 127. Les propositions que j'ai formulées, c'est d'abord au niveau central, c'est qu'on réduise le nombre de ministères. J'ai également parlé des agences qu'il faut rationaliser. Rationaliser en réduisant le nombre. Et là, j'ai fait des propositions. J'estime qu'il y a des agences qu'on peut fusionner, parce que peut-être elles ont des compétences connexes. Il y a des agences carrément qu'il faut supprimer, parce que peut-être elles font doublon avec d'autres structures qui existent. Et il y en a peut-être qu'il faudrait, qui doivent connaître une mutation, passer d'un certain statut juridique à un autre. Makodou Sène donc est un administrateur civil principal de classe exceptionnelle et il vient de publier son livre intitulé « L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation, ces réformes incontournables ». Allons maintenant dans la région de Thiès, département de Tivaouane et plus précisément au niveau de l'arrondissement de Mérina Dakhar, donc à Koul. Là-bas, les paysans commencent à recevoir les semences à intrants. Ils avaient tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des autorités sur les mauvaises qualités de semences. Cette année, les données ont changé. Des semences de qualité et des engrais en quantité sont distribués aux chefs de ménages agriculteurs. Le sous-préfet de Mérina Dakhar rassure. Donc, pour lui, il n'y aura pas de détournement puisque des commissions mises en place donc, font leur travail et la gendarmerie veille au grain. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et de Seyla Tir. Les craintes du maire de Koul se sont finalement transformées en bonheur puisque les agriculteurs de la zone, contrairement à leurs inquiétudes, ils ont reçu des semences de qualité et des engrais en quantité. On peut dire alhamdoulilah, les semences sont de qualité et en plus on a reçu cette fois-ci des arachides décortiqués. Et toutes les années passées, on nous donnait des arachides non décortiqués. Donc le maire avait alerté, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Mais alhamdoulilah, le maire, il a eu peut-être gain de cause parce que les semences, comme l'ont dit, tous ceux qui sont là, ils ont dit que c'est une première. L'engrais aussi c'est une première. On recevait l'engrais le 15 août, parfois même le 20 août. Aujourd'hui, depuis avant-hier, l'engrais est là. Le sous-préfet de Mérina Dakhar rassure par rapport aux destinataires des produits que sont les chefs de famille agriculteurs. L'autre aspect, c'est également de veiller à la transparence pour éviter
toute tentative de détournement des semences qui est souvent préjudiciable, n'est-ce pas, à la bonne marche de l'agriculture de notre pays. Il faudra éviter ce genre de comportement qui est préjudiciable, n'est-ce pas, au développement économique d'une manière générale, parce que le Sénégal, quand même, c'est un pays agricole. Le maire de Koul a promis fermement que les femmes qui évoluent dans l'agriculture feront partie des bénéficiaires. Et les 20% sont destinés aux femmes. Voilà vraiment les quelques aussi recommandations que M. le sous-préfet a eu à faire. Les producteurs ont bouclé la cérémonie à part des prières pour un bon hivernage. Cher Anta Diop, rendons-nous maintenant à Goudomp, dans la commune de Samine. Bien sûr, c'est dans le département de Goudomp. Samine Santo souffre d'un manque criard d'infrastructures socio-économiques de base, comme les routes et l'électricité, entre autres. Et en plus de cela, le banditisme frontalier, donc avec le phénomène du vol de bétail. Suivons ce reportage de Bakary Conté sur les images de Khalid Djemé. Les habitants de Samine Santo vivent dans le désarroi. Ils sont coupés du reste de la commune. Pour accéder même au lycée, c'est des problèmes. Nous avons un poste de santé qui est là, au cœur même de Samine Santo. Mais on ne peut pas admettre, avec ce grand joyau qui est là, et qu'on ne peut même pas accéder à ce poste de santé. Aujourd'hui, si nous avons un malade d'urgence, c'est difficile d'évacuer ce malade-là, faute de route. Parce que la route est sinueuse. On ne comprend même pas comment ils ont fait les routes là. Il n'y a pas d'électricité dans cette localité. Conséquence, l'insécurité gagne du terrain dans cette partie de la commune de Samine. Des voleurs armés jusqu'aux dents emportent des troupeaux entiers vers la Guinée-Bissau. Ils ont volé toutes nos vaches, ils ont volé tous nos moutons, nos chèvres et même les coqs. Sont volés chaque jour. On vole les coqs là dans nos maisons parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Tu peux voir le voleur est là. Mais dès qu'il rentre là-bas, c'est fini. Tu ne peux plus le punir. Nous voudrons vraiment avoir un cantonnement à Toubacouta, au Sinkap et là-bas, à 1 km de la frontière, à 500 mètres de la frontière du moins. Les factures d'eau sont salées. Le mètre cube coûte 300 francs. Etienne Biaye, porte-parole des habitants de Samine Santo. C'est la facture qui nous inquiète, la cherté de la facture. Vous comprenez, à Ziguinchor, dans les grandes villes, les factures d'eau sont moins. Et pourquoi dans la campagne, on nous bombarde avec des factures de 3... Pardon, les factures sont mensuelles, je veux dire. Le mètre cube qui coûte 300 francs, c'est ce qui est dur pour la population. Ils sont déçus de leur maire. Et le voilà aujourd'hui à la tête de cette municipalité depuis 2 ans et demi et nous continuons toujours à vivre et à subir les mêmes problèmes, les mêmes injustices que jadis. Promesses non tenues, discrimination, manque de considération. Après ce point de presse, ces habitants promettent de passer à la vitesse supérieure en descendant dans les rues. Si les autorités compétentes tardent à réagir. Un mot agriculture dans ce 20h avec ce travail de recherche de plus de 30 mois pour trouver des solutions au manque d'eau qui freine le développement agricole dans le département de Fatick. C'est un projet qui va mêler agroécologie et résilience hybride pour des systèmes d'alimentation durable. Pour cela, il faut bien résoudre les problèmes d'accès à l'eau, la salinité des terres, entre autres. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a financé donc ce projet à hauteur de 650 millions de francs CFA. Des chercheurs étrangers et des acteurs locaux de l'agriculture sont en séminaire actuellement à Fimela. C'est un reportage de Aminata Goudjabi et de Abdoukarim Seyya. La non-disponibilité de l'eau en permanence a un impact négatif sur l'agriculture dans le département de Fatick. Dans certaines localités, il est impossible depuis plusieurs années de pratiquer le maraîchage, encore moins l'horticulture. Manque d'eau dans certaines communes et dans d'autres, c'est la qualité qui pose problème. On se rend compte que parmi les difficultés confrontées à ce département, il y a la gestion de l'eau, mais surtout la disponibilité de cette eau en termes de quantité et de qualité. Et vous voyez que quand il n'y a pas cette eau adaptée à l'agriculture, cette eau pouvant nous permettre véritablement de mener nos activités agricoles qui constituent le sous-bassement de notre développement, le problème reste entier. Les acteurs de la DITAEL et des chercheurs français sont en conclave à Fimela depuis lundi. Un projet intitulé Mahdia a été lancé. Le principe est de mêler agroécologie et résilience hybride pour des systèmes alimentaires durables.
parce qu'il y a des enjeux d'adaptation au changement climatique qui est à l'eau, ici dans le département de Fatick à la salinisation des sols aussi, et puis des enjeux pour mettre en place des modes de culture qui préservent mieux les ressources. Heureux d'accueillir également des collègues qui viennent de la Tunisie, qui viennent du Maroc, mais de la métropole de Montpellier, des chercheurs qui vont mener des activités de recherche autour de l'eau, de l'alimentation, de l'agroécologie pour arriver à lever un certain nombre de contraintes qui entravent les productions agricoles au niveau du département. On peut en citer la salinisation des terres, de l'eau et les superficies agricoles également qui se réduisent avec l'avancée du sel. Fimela est l'arrondissement le plus touché par le manque d'eau, une situation qui affecte les activités agricoles. Le sous-préfet se réjouit de la mise en œuvre d'un tel projet. Le projet là vient à son heure, comme c'est un projet de recherche dans le cadre de l'agroécologie, mais aussi de la maîtrise de l'eau et de l'agriculture. Je pense qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans une maîtrise de l'eau. Le projet Mahdia va durer 30 mois. Il est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour un montant global de 650 millions de francs CFA. Et le nombre de bénéficiaires indirects vise à toucher des milliers d'agriculteurs dans la région de Fatick. D'abord, il via une approche vraiment multiparticipative. Le projet Mahdia intervient aussi au Maroc et en Tunisie. Aminata Goudiaby, après l'agriculture, nous parlons santé. À l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, 6 ophtalmologues ont été formés pour maîtriser une technique innovante permettant des opérations rapides de la cataracte. Cette formation menée par des spécialistes français de terre d'ophtalmo marque une avancée significative pour les soins ophtalmologiques au Sénégal. Suite à ce premier échange, des interventions chirurgicales de la rétine sont envisagées. Le directeur de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, Moussa Sam Daf, au micro d'Abdoulaye Anne. Là pour opérer des cataractes avec une nouvelle technique, une technique plus évoluée, celle appelée technique de la phacoémulsification. Oui, c'est une nouvelle technique. D'abord, peut-être que ça peut aller très vite, avec moins de risques. Et puis en matière de sûreté également, je pense qu'il y a de la valeur ajoutée. Vous savez, le domaine de la médecine, ça avance très rapidement. Et cette technique, c'est sûr que la technique qui est pratiquée actuellement, elle n'est pas mal, elle est bonne. Mais quand on peut avoir mieux, mais on ne s'en prive pas. Et donc c'est dans notre quête du mieux-être, dans notre quête de faire mieux, que véritablement nos amis de terre d'ophtalmo sont venus. Et d'ailleurs, nous n'allons pas nous arrêter là. Parce qu'après cette technique de phacoémulsification, nous allons faire de la chirurgie de la rétine. De la chirurgie. C'est la raison pour laquelle le technicien de Bosch et l'homme, ils sont venus avec aussi un technicien pour voir est-ce que la machine qui est avec nous aujourd'hui peut démarrer effectivement cette chirurgie de la rétine. Ça également, ce sera une avancée pour nos ophtalmos, ce sera une avancée pour nos hôpitaux, mais surtout nos populations. Et c'est avec ce point très positif que nous allons clore ce 20h que j'ai eu l'honneur de vous avoir présenté. Merci à la rédaction pour la coordination, Daniel Diouf. Et au niveau de la régie, merci à tous les techniciens qui nous ont aidés à mettre en branle ce 20h. Surtout, restez scotchés, connectés sur la télévision Futur Média. Bonne suite de programmes sur la TFM.